Parfait, on va poursuivre ce Skill Camp Fusion 360 dédié au nouveau défi de la conception 3D. Et après cette première conférence animée avec Matthew Forrester et la table ronde avec nos invités, donc OV Studio et Decathlon, on reste dans la même thématique. On va parler d'impression 3D. Et pour ça, donc, je suis accompagné de François Yves, ingénieur d'application, chef 3DF. Donc François, rapidement pour refaire un parcours, tu as travaillé en tant qu'ingénieur en fabrication additive métallique dans un grand groupe de l'orthopédie. Tu es aujourd'hui à la fois sur l'aspect conception et aussi transmission, puisque tu animes régulièrement des formations auprès de grands groupes industriels. Donc, merci d'être avec nous, François. Donc, on a donc mis en avant dans cette première thématique la notion de justement de conception orientée fabrication additive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la conception orientée fabrication additive, déjà en 2 mots avant d'attaquer cette masterclass? Voilà, vaste question. C'est vrai que c'est quelque chose qui est le débouché un peu des formations que je donne à chaque fois, c'est de se dire quand je construis une pièce, sur quelle technologie je vais la fabriquer. Donc déjà, ça pourrait être de l'usinage, de l'injection, bien sûr, mais c'est de l'impression 3D, c'est sur quelle technologie et vraiment quelle gamme de technologies en particulier. Et du coup, en fait, quand on conçoit la pièce, on sait déjà l'orientation de la pièce, on sait déjà les contraintes de la technologie, donc ça s'entend aussi de connaître un peu la technologie pour pouvoir vraiment adapter les pièces. C'était un énorme enjeu dans l'orthopédie, dans le milieu dans lequel j'étais, qui, au début de mon arrivée, nous proposait des projets complètement aberrants et qui, suite à pas mal de formations, se sont mis à proposer des projets hyper intéressants du coup, pour l'impression 3D. Et qu'est-ce qu'il y a de si différent finalement par rapport aux autres procédés, que ce soit l'usinage, l'injection, la tôlerie? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la fabrication additive finalement? C'est son approche assez différente par ajout de matière, nécessairement. Le fait de se dire que je crée ma pièce, c'est-à-dire que dans la tête, il faut avoir la gymnastique d'esprit de se dire, mais en fait, là, je vais ajouter de la matière, donc en fait, je peux faire une forme complexe ici. Donc en fait, j'ai cette liberté en plus qui m'est apportée. J'ai aussi cette liberté de me dire, en fait, là, je vais faire plutôt une pièce dense, mais en fait, c'est le logiciel de préparation de la machine qui va finalement me creuser ma pièce avec la densité voulue. Donc en fait, il y a toute une gymnastique, mais finalement, in fine, on a tout d'un coup une porte qui s'ouvre sur plein de nouvelles possibilités grâce à l'impression 3D. Et donc ça, il faut savoir, et c'est l'énorme enjeu de la conception pour l'impression 3D, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à concevoir, ou est-ce que même j'ai les outils qui peuvent m'aider, et en quoi finalement Fusion peut nous aider là-dedans. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as prévu donc pour cette masterclass, François? Je vous ai fait un petit menu, vous allez voir. Je te laisse du coup prendre la main et je réapparaîtrai en temps voulu pour les questions. Donc là, on va enchaîner 2 masterclass. Là, une première vraiment orientée conception, fabrication additive, et une seconde où tu vas rentrer dans le détail dans un flux de travail, notamment avec l'utilisation de différentes technos, Formlabs. Et on aura un temps de questions-réponses. C'est à la suite de ces 2 masterclass. Parfait. Merci François. On se retrouve tout à l'heure pour le temps des questions-réponses. Merci Florian. Bonjour à tous. Alors, ce ne sera pas tout à fait 2 masterclass. Parce que finalement, en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va suivre un petit peu les étapes logiques de l'impression 3D et de la conception. Et du coup, finalement, on va, en suivant les étapes qu'on peut rencontrer, on va à la fin arriver à la partie fabrication. Donc, c'est pour ça que là, je ferai vraiment une partie plutôt dédiée Formlabs sur la chaîne de fabrication. Mais je ferai aussi une partie dédiée FDM et impression sur métal. Fusion avec la fabrication additive, qu'est-ce que c'est? Déjà, en données d'entrée, on a quel fichier on récupère finalement. Et ça, c'est un vrai enjeu autour de l'impression 3D. On a finalement cet énorme enjeu qui vient de débarquer, qui est toute la gestion des fichiers STL, qui est vraiment un enjeu très important. Puis, on reçoit potentiellement des fichiers, des pièces solides, mais d'autres logiciels, et ça arrive très régulièrement. Comment est-ce que finalement on peut les retravailler? Et sinon, évidemment, on a des fichiers fusion. Voilà, donc 3 grandes possibilités de fichiers d'entrée. On a aussi, finalement, une fois qu'on a les pièces, qu'on les conçoit, mais finalement, comment on peut être aidé à cette conception-là?
et en quoi le logiciel peut nous aider. Et pour ça, on a notamment deux outils intéressants, et tout ce qui est outil évidemment de simulation, mais du coup surtout optimisation topologique, et un outil de design génératif. On va voir un petit peu la différence entre les deux. Enfin, on a la partie préparation d'impression. Alors là, c'est très intéressant, c'est vraiment assez inédit dans les logiciels de conception, c'est d'avoir la possibilité dès la partie conception, de gérer les machines, gérer les recettes d'impression, gérer l'orientation des pièces, gérer les supports, gérer même des simulations d'impression directement depuis Fusion 360, ce qui va nous permettre finalement de gérer des itérations, et c'est l'enjeu de l'impression 3D, c'est l'agilité, c'est de se dire, finalement, moi, rapidement, depuis la fabrication, là, je vois que j'ai un souci de fabrication, je vais tout de suite modifier mon design avant même de lancer pour finalement pouvoir réussir mon impression in fine, et pour ça, le faire le plus vite possible. Donc là, ça va être très intéressant, on va creuser un petit peu ce point-là. Et enfin, finalement, quelle sorte de fichier de sortie on peut avoir à la fin? On peut avoir des programmes d'impression depuis Fusion ou des fichiers compatibles avec des logiciels fabricants. Okay. Donc, je vous propose de voir un petit peu tout ça. Ça va être le menu du jour. Moi, j'aime bien présenter l'impression 3D par le Fusion, ou la conception autour de Fusion comme de la cuisine, avec chaque fonction qui sont des ingrédients et finalement des recettes qu'on va appliquer en allant chercher les bons ingrédients. Donc, entrons dans notre menu du jour. Donc, on va plutôt se concentrer sur la gestion du fichier STL, puis après optimisation topologique, design génératif, fabrication SLA et SLS avec Formlabs notamment, et puis après, à la fin, fabrication FFF et fusion de poudre métallique. Je pourrais vous donner aussi quelques trucs et astuces de conception en plus à la fin de la partie questions-réponses. On verra en fonction du temps, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, quelques ingrédients de la partie gestion du fichier STL. On peut dire gestion du mesh, ici, ça marche aussi. Rapidement, présentation du menu. Vous avez donc le menu classique de conception en haut, et vous avez donc la possibilité de sélectionner le menu Mesh. C'est le menu qui va gérer le fichier STL, et ça, c'est très important dans Fusion. C'est un menu qui fonctionne très, très bien. D'accord ? Comme toujours, c'est toujours un peu de gauche à droite. C'est très logique dans les menus de Fusion. Et donc, à gauche, ici, on a le menu qui va nous permettre de charger le fichier STL dans la fenêtre. On a aussi, du coup, un menu qui va nous permettre de transformer un fichier solide en un fichier mesh, et même de récupérer des profils de fichiers mesh. C'est très intéressant, notamment sur les fichiers ou les scans qu'on récupère. Vous avez aussi tout un menu concernant la récupération du fichier, la correction, comment est-ce qu'on peut récupérer les faces, comment on peut finalement sortir quelque chose d'un peu de sûr et de modifiable. Donc ça, on le verra ensemble. Et ensuite, vous avez toute la partie fonction modifiée autour de cette partie mesh, notamment réduire le nombre de maillages, couper un maillage, le creuser, combiner deux formes entre elles. Voilà, tous ces petits éléments qui vont vous permettre de modifier ce fichier STL, qui sont finalement présents sur d'autres logiciels de gestion de fichiers STL, mais là, c'est vraiment directement présent dans Fusion, et c'est juste finalement une fenêtre à changer par rapport à une autre. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Alors, je vous propose d'aborder deux recettes ensemble, et qui seront finalement deux cas d'application. Voilà, on parle d'un problématique, c'est j'ai un fichier STL issu d'un scanner 3D. Donc ça, c'était un petit peu des questions qu'on avait eues aussi. Je veux modifier ce fichier STL, mais de manière non paramétrable, avec des formes plutôt libres. Je veux un petit peu le sculpter. Et en fait, l'objectif ici, finalement, ça va être de gérer toujours dans le projet du vélo qu'on a ensemble et que Xavier vous a introduit, c'est de pouvoir proposer un porte-gourde avec un petit élément ici, une protrusion ici, qui va permettre de bloquer la gourde quand on va positionner dans le porte-gourde. Donc, on veut modifier cette partie-là, mais comment est-ce qu'on fait? On réceptionne ce fichier STL. Alors, les ingrédients de cette recette, ici, 3 ingrédients que je vais vous présenter. L'ingrédient, donc, chargement de fichier STL, contrôle qualité, réduction du nombre de triangles. On va voir ça un petit peu ensemble. Donc là, je vais dans la partie mesh, d'accord. Alors attention à ne pas faire l'erreur. Il y en a qui vont dans la partie upload, donc charger un fichier. À ce moment-là, ça charge dans la bibliothèque de Fusion et après, il faut l'ouvrir. Je vous le déconseille parce que quand vous faites ce chargement de fichier STL-là, vous n'avez pas la possibilité de choisir l'unité du fichier STL. Pour rappel, un fichier STL n'a pas d'unité. Par conséquent, il faut être sûr que quand on l'ouvre,
on l'ouvre avec l'unité de la conception. Si c'est des millimètres, il faut l'ouvrir en millimètres. Et ça, il faut le savoir. Donc, potentiellement, on le vérifie avec ce menu-là, qui nous permet de dire, bon, ok, c'était bien une pièce conçue en millimètres, par conséquent, l'échelle est bonne. Okay. Vous avez la possibilité de positionner la pièce. Alors, ça reste toujours un peu aléatoire, hein, mais c'est par rapport au centre de la vue. Donc, soit c'est toujours par rapport au volume englobant finalement de la pièce. On positionne soit dessus, soit centré sur ce volume englobant. Et à la fin, on valide l'importation du fichier STL. Ici, donc, on a un fichier STL avec une certaine quantité de maillage. Par contre, est-il de bonne qualité? Y a-t-il des défauts dans ce maillage? Ça peut arriver. Et là, on regarde qu'à droite du nom du fichier maillé, il n'y a pas de sigle attention qui indique notamment qu'il y a une erreur dans le fichier STL. Donc ici, pas besoin d'appliquer de correctif. On va rester là-dessus. Je propose d'aller voir dans les propriétés pour voir un petit peu l'analyse de ce fichier. Vous avez le volume de la pièce, et ça c'est intéressant, notamment quand on veut faire de l'injection. Et vous avez le nombre de faces du fichier STL. Ici, on a 100 000 faces. Okay. Donc, pour éviter que le fichier ne soit trop lourd, on va réduire la quantité de faces du fichier STL et pour pouvoir le manipuler plus facilement. Vous avez donc la partie, un changement adaptatif, et ça c'est important notamment pour tout ce qui est congé, pour être sûr de garder la forme correcte du congé, et on applique une proportion de 25, en fait c'est 25% du volume. C'est-à-dire qu'on va avoir, on avait 100 000 triangles, on va avoir 25% de ces 100 000, donc on aura, si on regarde bien, 25 000 triangles dans la pièce. On remarque aussi que la forme n'a pas changé, c'est simplement que les grandes surfaces ont été gardées dans ce volume. Donc, les 3 premiers éléments. Deuxième étape, voici les ingrédients. On va voir par contre maintenant la conversion de ce fichier STL en fichier organique. Et ensuite, ce que nous avait montré Xavier tout à l'heure, c'est on va un petit peu modifier cette pièce de manière organique, et puis après, la transformer en solide. Donc ici, j'ai amené ma gourde pour la positionner et pouvoir finalement voir l'intérêt de la forme que je vais créer, est-ce que ça va être au bon endroit. Donc vraiment, le but, c'est juste de faire un bloqueur au niveau du col de la gourde pour éviter qu'elle ne tombe quand on pratique le vélo. Alors pour cela, je vais donc dans un premier temps, on a l'analyse qui a été faite. Je vais donc ici retirer la capture d'historique pour finalement pouvoir travailler plus facilement dans l'outil qui était forme de fusion, et je vais convertir le fichier mesh en fichier dit donc organique finalement. Donc on a plusieurs types de conversion, soit facetisé, c'est-à-dire qu'on prend le fichier STL, on le met en solide, mais on a autant de faces que de triangles, soit on essaye de le faire paramétrique, c'est-à-dire qu'on détecte les formes de la pièce, on essaye de les retranscrire ainsi, mais c'est compliqué, ou soit en organique, où là, pour les coups, on les convertit en un fichier, donc un multispline, qui peut être modifiable grâce à l'outil-forme. Et c'est là où ça va devenir très intéressant pour moi. Donc là, ici, la conversion a été faite de la pièce. Vous avez donc une espèce de quad qui est modifiable sur cette pièce-là. Et donc moi, je vais dans l'outil forme à ce moment-là. Vous voyez, je change d'un menu à l'autre. Je sélectionne à ce moment-là la zone à peu près de ma pièce. On a vu tout à l'heure comment on travaillait un petit peu ces fichiers-là. Et finalement, de visu, je vais apporter cette légère déformation qui va me permettre de bloquer mon porte-gourde sur le fichier que j'ai récupéré scanné. Okay. Donc là, on voit que ce n'est pas forcément très régulier. On peut faire des symétries, ou on peut modifier, changer l'orientation des surfaces, changer les angles très facilement. Donc après, évidemment, on peut travailler comme on veut sur ce fichier. La déformation est ainsi faite. On vérifie avec la pièce finale. Donc là, ici, on aura bien un blocage de la gourde grâce à cette petite déformation. Et à ce moment-là, je vais dans Utiliser et je convertis à nouveau ce T-spline en BRF, donc finalement en fichier solide. Donc, si je regarde là, je n'ai pas besoin de garder des angles en particulier, c'est une forme assez ronde, et je garde la pièce. Et donc là, vous pouvez voir que cette pièce a été transformée en fichier solide. Alors, les surfaces sont assez étranges, parce qu'en fait, il a détecté comme il pouvait les surfaces qu'il pouvait prendre à partir d'un quad mesh. C'est pour ça qu'on a ces formes un peu cubiques. Mais ça reste un fichier solide, comme nous montre cette coupe, dans laquelle on peut voir évidemment que la matière est partout dans la pièce.
À partir de là, mon fichier donc, est terminé. J'ai bien ma bosse sur la partie avant de la pièce. Il me reste donc, si jamais je le souhaite, potentiellement, peut-être que je vais le rééditer en fichier mesh pour l'utiliser sur un autre logiciel ailleurs, ou je vais le garder en fichier body, peu importe. Ça, c'est vraiment moi qui vais décider ce que je veux en faire. Donc voilà, une première recette, vous voyez, hein, on a le fichier STL, on convertit, on tire les formes, et après on a en solide ou alors en fichier mesh, peu importe. Donc ça, c'est très pratique hein, dans l'impression 3D quand vous allez notamment voilà, utiliser des fichiers que vous allez récupérer ou que vous allez avoir d'un scanner, c'est intéressant. Deuxième recette, ici, on va voir plutôt un fichier STL issu d'une conception paramétrique. Donc là, c'est quelqu'un qui a conçu la pièce, qui la transforme en STL et qui vous l'envoie. Nous, on fait beaucoup de pièces pour des clients, ils nous envoient juste des fichiers STL. Ou alors, vous allez sur des banques de données en ligne, vous récupérez des fichiers STL. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir modifier cette pièce de manière paramétrique avec des cuts et en récupérant les faces. Pour ça, toujours pareil, on importe un fichier STL, les ingrédients, chargement du fichier STL, contrôle qualité. Ça, c'est les indispensables à toujours respecter. Pardon. Je vais mettre en meilleure qualité. Voilà. Donc, je vais charger ma pièce. Toujours pareil, elle est bien au millimètre, elle est correctement reliée. Et là, qu'est-ce que je vois? À côté du nom de la pièce, j'ai bien un petit triangle qui me dit, un petit mot, attention, qui me dit cette pièce a un défaut. Donc, soit je peux cliquer sur ce sigle et à ce moment-là, ça va ouvrir le menu de correction, soit à ce moment-là, je vais dans le petit onglet en haut et j'applique ma correction. Ici, on a beaucoup de corrections différentes qui nous sont proposées. Et on voit là ici qu'il manque des triangles, on voit un petit peu les défauts qu'on peut rencontrer. Et donc, on a des menus avec de haut en bas de la plus petite correction à la correction la plus importante, jusqu'à la fin, même carrément refaire complètement le fichier STL. Donc, en fait, vous, votre rôle, ça va être de jouer un petit peu d'un menu à l'autre pour voir si la correction correspond à ce que vous attendez. Là, ici, la correction la plus simple était suffisante pour retourner le triangle et boucher le trou. Donc là, j'ai plus le sigle à côté, ma pièce est de bonne qualité. Je peux donc passer à l'étape suivante. Les ingrédients ici, nous avons le fichier STL, mais nous, on veut le transformer vraiment en solide paramétrable. Donc l'idée, ça va être de récupérer les faces de la pièce le mieux possible pour que finalement, quand on va faire la conversion, à la fin, on reconnaisse les congés, on reconnaisse les surfaces planes, et qu'à la fin, il dit, bah, ça c'est un congé, ça c'est une surface plane. Et pour ça, vous avez des outils proposés par Fusion là-dessus, qui sont aussi extrêmement puissants. Donc là, j'ai ma pièce. On veut bien récupérer évidemment les formes. Et pour ça, donc, je vais aller dans ces petits outils au niveau de prépare pour essayer de récupérer les faces. En cliquant sur cette fonction, vous voyez, là, pour l'instant, j'ai qu'une couleur bleue parce qu'il considère que toute la pièce est une seule et même face. Nous, on va essayer de séparer un peu toutes ces faces-là. Donc, on clique sur la pièce, on définit des angles entre les différents triangles pour essayer de séparer un peu les faces. Vous voyez déjà des couleurs apparaissent. C'est-à-dire qu'on arrive doucement à séparer les faces, entre guillemets, les plus évidentes. Là où on a une complexité, c'est potentiellement quand on a des congés. Donc là, j'ai fait plusieurs essais où vous voyez, parfois, il crée plein de petites faces. Donc, en fait, il faut un petit peu jouer sur les paramètres pour arriver à régler convenablement les paramètres au mieux. Parfois, vous n'allez pas tout à fait réussir à finir les paramètres, mais il y a au moins quelques faces que vous pouvez assembler. Typiquement, nous, on va essayer de finir ce congé. On a réussi à assembler quelques faces pour faire un bout de congé qui est vraiment séparé du reste, qui est considéré comme une face, mais pas jusqu'au bout. Donc, pareil, on peut essayer d'assembler au moins les faces qu'on a réussi à différencier pour rassembler les faces du congé ici. Et vous voyez, la partie basse du congé est encore reliée au reste de la pièce. Donc, il est possible de refaire cette création automatique de détection de face sur des bouts de face aussi, pareil. Là, on va essayer d'affiner ce résultat. Vous allez voir que, en fait, ça va pas être terrible. Là, on va aller trouver dans les détails. C'est très compliqué à récupérer. Bon, alors à ce moment-là, plutôt que de travailler par face ou par pièce, on va essayer d'aller dans la direction Direct Edit, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le triangle. Donc, on va vraiment aller chercher les triangles de la pièce pour pouvoir les séparer des autres triangles. Donc là, c'est vraiment la particularité de ce menu Direct Edit, c'est qu'on va s'approcher des triangles. Et le but, donc, ça va être de récupérer, de séparer les surfaces, encore une fois, les surfaces planes et les surfaces de congé.
Donc là, je peux sélectionner des triangles, je peux aussi les désélectionner en appuyant sur sur CTRL, pardon. Et donc, voilà, je les désélectionne. Ça va me permettre finalement, in fine, de garder, moi, mon congé de gauche et de bien l'avoir en unitaire. Donc, pareil, si je reste appuyé sur la touche, c'est comme un pinceau, je désélectionne mes triangles. J'ai donc bien gardé mon congé de gauche, je valide, et donc mon congé de gauche rouge a bien maintenant une surface unique. Pareil, maintenant, il me reste encore à différencier les différentes faces pleines ici. Je les sélectionne, je dis que cette face, c'est une seule et même face, et donc là, pareil, de l'autre côté, on applique ça, on sort de ce menu, et à la fin, maintenant, comme on a différencié toutes les faces, on peut assembler les faces que l'on veut terminer. Typiquement, les congés, on l'a bien assemblé, c'est un seul et même congé maintenant. Les surfaces, les congés encore ici, bah, vous voyez, c'était deux faces que j'avais réussi à créer. Maintenant, je vais l'assembler en une seule et même face. Et donc maintenant, on n'a que des faces bien séparées les unes des autres. Ah non, encore ici, pardon. Voilà, encore ce petit congé-là que j'assemble. Et là, voilà. Donc là, vous voyez, en bougeant ma souris, vous voyez bien des couleurs différentes. J'ai donc bien séparé toutes ces faces. Et ça, c'est vraiment important. Ça va me permettre au logiciel, de pouvoir faire cette fameuse conversion avec l'ingrédient conversion, non pas en mesh, non pas en organique, mais en paramétrique. Donc là, on revient sur mes surfaces. Je fais convertir le mesh. Et je reste sur la partie prismatique. Voilà, au centre. Et donc là, l'idée, c'est que, comme j'ai bien différencié les surfaces, je fais en application, et là, il me sort une pièce dense dans laquelle il a assemblé, il a bien détecté que c'était des congés, il a détecté que c'était des surfaces planes. Donc là, on a l'équivalent d'un fichier step, finalement. On a un fichier solide, sans historique de fabrication. C'est comme si on l'avait récupéré de notre logiciel. Et à partir de là, on peut le modifier à souhait. Vous voyez, là, il est vraiment dense à l'intérieur. Et donc de là, on a des outils très intéressants pour notamment modifier des fichiers STEP comme on le souhaite. Et très intéressant aussi sur la gestion du mesh, vous voyez en bas, on a bien l'historique de toutes les actions que j'ai faites. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir en arrière. Ça, c'est vraiment un plus de Fusion. Et là, avec la touche supprimer, je supprime par exemple les chanfreins que je voulais modifier. Je supprime le congé juste avec la touche supprimer. Je veux tirer ma face d'une certaine valeur, je vais dans le menu solide. J'applique, du coup, pas forcément, c'est une pièce solide, j'applique les fonctions d'une pièce solide et je peux ainsi modifier ma pièce. Si vous regardez, j'ai donc bien une pièce solide modifiable à souhait comme un fichier STL classique. Je peux, si je souhaite, évidemment, à ce niveau-là, le remettre en fichier STL pour l'utiliser pour autre chose ou le garder en solide. Voilà, deux petites recettes intéressantes. Pour la partie vraiment gestion fichier STL, il y a évidemment plein d'autres choses à vous montrer, mais c'était vraiment deux choses intéressantes. Je propose maintenant de vous montrer la partie plutôt simulation. On va commencer par la partie optimisation topologique. L'idée ici, c'est de partir d'une forme conçue, donc ça va être un élément de maintien de garde-boue, et de l'alléger, de l'optimiser. J'ai conçu rapidement ma pièce, mais j'aimerais que le logiciel m'aide à alléger cette pièce-là, tout en répondant à mes contraintes mécaniques. Donc là, c'est cette pièce conçue assez basiquement. Moi, j'ai un menu à gauche, il suffit juste d'aller dans la partie simulation, et je vais donc tout d'abord faire une simulation d'essai statique de mes pièces pour voir finalement comment elle réagit. Alors pour ça, la première étape, c'est déjà de la simplifier, c'est-à-dire qu'on peut supprimer un peu les éléments qui ne vont pas influer dedans, et juste pour simplifier le maillage de la pièce, pour éviter qu'il soit trop compact, que j'ai trop de problématiques. Donc là, c'est vraiment un menu dédié à la simulation, c'est-à-dire qu'on va modifier la pièce ici dans la simulation, mais quand on reviendra dans le design, les modifications ne seront pas prises en compte. C'est vraiment spécifique pour cette simulation-là. Voilà. Donc là, j'ai supprimé tous les petits éléments bas qui ne m'intéressent pas. Donc là, je vais faire une première étude là-dessus. Le choix, je vais dire que c'est du nylon 12 de Formlabs sur le Fuse One. Donc c'est de frittage de poudre au polymère. Première chose, j'applique donc les contraintes. Donc quelles sont mes surfaces qui vont être fixes finalement. Donc là, ça va être la partie gauche, la partie basique, qui elle ne va pas bouger. L'effort, lui, va s'appliquer sur l'autre partie de pièce.
qui est donc cette partie inclinée. Avec un effort, donc c'est moi, je peux changer l'orientation de la forme et je mets une certaine valeur. Ensuite, l'étape suivante, donc là on a fait l'essai, il faut créer finalement le maillage qui va permettre de calculer le résultat de la pièce. Donc là, vous voyez, on a un maillage assez large. C'est trop large pour avoir vraiment quelque chose d'assez précis. Donc moi, j'aime bien réduire la taille du maillage pour avoir finalement quelque chose qui sera beaucoup plus dense et donc plus précis dans les résultats. Et ensuite, je fais résoudre la simulation. Donc là, j'ai une proposition qui m'est faite avec finalement des coefficients, les facteurs de safety factor, le coefficient de sécurité. Donc là, on voit qu'au minimum, on est à 2,5 et on peut voir aussi tout ce qui est déplacement, tout ce qui est effort. Voilà. Mais nous, on est à 2,5, donc il faut dire qu'on peut encore jouer et on voit que c'est vraiment extrêmement localisé. Très bien. Alors, je vais essayer maintenant d'alléger ma pièce. Je duplique l'étude. Donc, comme ça, j'ai déjà tous mes réglages d'effort et je vais juste changer le thème de l'étude. Je vais dire que c'est une shape optimization, donc une optimisation topologique. OK. Cette optimisation topologique, donc là, j'ai le nouveau menu qui s'ouvre et j'ai donc toujours bien ma pièce sélectionnée avec l'effort et la surface fixe. Par contre, je vais devoir ajouter certains éléments spécifiques à l'optimisation topologique. Typiquement, la première chose, c'est qu'est-ce que je veux préserver comme élément de ma pièce pour que la proposition de design ne touche pas ces parties-là. Donc, ça va être déjà ma base, la partie de fixation, et ça va être aussi la partie d'application de l'effort, qui, elle aussi, se monte, donc ne veut pas être modifiée. Mais c'est tout. Après, je me dis, le reste, je peux le garder. Une dernière chose, j'applique aussi un plan de symétrie qui me permet aussi d'avoir une proposition de design qui soit vraiment dans l'axe, qui ne soit pas excentrée, voilà, qui soit vraiment quelque chose de symétrique pour mieux sortir. Ensuite, j'ai les critères de gain de masse. 30% là, c'est beaucoup. On va plutôt mettre 70% de la masse initiale. C'est-à-dire que voilà, on va réduire potentiellement de 30% la masse en objectif, ce qui est déjà très bien. Idem, je crée le mesh de la simulation et je résous la simulation. Donc là, en accéléré, bien sûr, hein, la proposition est faite. Il me propose de retirer, pour un gain à peu près de 30%, il me propose de retirer de la matière. Donc après, je peux essayer de jouer, mais vous voyez, ça devient vite non réaliste. Donc on va essayer de rester dans la partie verte de ce qui semble réaliste en termes de forme. Et pour ça, après, j'édite mon fichier STL qui est directement le maillage qui a été créé, en fait, que je peux faire revenir dans ma partie de conception pour m'aider à reconcevoir ma pièce en fonction de ce maillage. Je peux soit directement utiliser le maillage, bien sûr, mais moi, l'idée, c'est vraiment que je m'appuie sur ce que me propose le logiciel pour modifier mon esquisse et pouvoir retoucher mon fichier initial. Donc là, j'ai juste fait un retour dans la partie design. Hein. Là-dessus, vous voyez, c'est vraiment très rapide de passer entre la simulation et la partie design. Et comme ça, après, on crée les formes, on enlève la matière là-dessus. Donc là, j'essaie d'épouser au mieux la forme. Je vais faire un enlèvement de matière, du coup, de cette forme-là sur mon corps initial. Comme ça, voilà, j'essaie de suivre un petit peu ce qu'il me propose. Et je vais faire un deuxième enlèvement de matière, parce qu'il m'avait vidé de la matière au centre de ma pièce. Très bien. En essayant d'épouser à peu près la forme. Donc là, c'est vraiment une estimation. Tiens, il me dit là, je peux gagner de la place. Je vais essayer de jouer là-dessus. Voilà, donc là, c'est ma nouvelle conception de pièce. Hop, je cache l'esquisse. Et voilà. Donc là, j'ai déjà une pièce qui est allégée. Donc là, je retourne dans ma simulation. Vous voyez, là, il y a des points d'exclamation qui disent attention, tu as fait des modifications. Donc, il faut recalculer. Et très bien, pas de problème. Je relance une étude. L'étude, c'était pour un petit peu ce que ça donne. Et je relance en parallèle, tant qu'à faire, une étude d'optimisation tout de suite pour voir si on peut me proposer quelque chose de mieux encore. Donc, on peut lancer plusieurs études en parallèle sans que ça prenne de la charge, parce que tout est fait à distance, rien n'est fait sur le PC. Là, on regarde, on voit que le facteur de sécurité est descendu à 1,6, et on voit que la partie Shape Optimization, on voit que déjà, il nous propose des choses assez intéressantes, assez ajourées de mettre dans la pièce. On me dit, là, par rapport à l'effort, tu peux essayer de travailler, voilà, d'appliquer un peu plus de jours, des espaces un peu plus importants dans la pièce. Donc, très bien, pareil, je vais récupérer mon fichier STL. Je vais l'incorporer dans mon design et voir si, avec cette nouvelle aide de forme, j'arrive à obtenir finalement une pièce intéressante.
Donc là, j'ai essayé d'épouser à peu près les formes. Encore une fois, donc, ce sera à vous après de bien optimiser là-dessus toutes ces formes-là, mais finalement, la démarche est celle-ci. Hein. C'est vraiment d'essayer de se dire, est-ce que je réponds à mes contraintes mécaniques? Est-ce que finalement, mon gain de matière qui m'est aiguillé par l'optimisation topologique est intéressant pour moi? Donc là, j'applique l'enlèvement de matière. Je vais appliquer tous les perçages aussi. Voilà, et donc là, j'ai ma pièce encore plus allégée. Donc là, j'ai fait aucun congé, rien, j'ai laissé tous les angles vifs. C'est vraiment du travail d'ébauche pour essayer de travailler mon fichier. Je retourne dans mon étude, je refais une étude statique, et là, on voit que là, j'ai encore un coefficient de sécurité à 1,70. Et si on voit, là, je peux m'amuser à juste regarder à quel endroit on a de la sécurité ou quel endroit on est un peu critique. Donc, on voit que c'est toujours le même endroit en bas à droite, d'ailleurs. Et ça, j'aurais même pu rajouter un petit congé là pour améliorer la tenue mécanique de la pièce. Donc, voilà un petit peu en accéléré, mais grosso modo, la démarche à suivre sur ce logiciel-là, vous voyez très rapidement, finalement, on peut obtenir une pièce améliorée grâce à l'aide du logiciel. Et c'est là où l'impression 3D, du coup, va venir dessus, c'est que les formes sont parfois un peu complexes, et là, l'impression 3D permet de les réaliser. Autre outil intéressant, design génératif. Alors là, l'idée, c'est de partir uniquement des liaisons, donc des liaisons de la pièce, sans avoir créé de forme, et de se dire, voilà, maintenant, tu vas me créer la forme optimisée pour ce que je veux faire. Donc là, ici, je vous ai remontré l'exemple du vélo. L'idée, ça va être de faire la pièce de liaison entre les deux tubes et la partie verticale de la potence, tout en respectant les efforts mécaniques. Donc pour ça, on s'appuie sur tout ce qui est normes d'essai de tenue mécanique du vélo. Donc j'ai conçu rapidement les éléments de liaison entre les différents tubes et le cadre, finalement, que je veux faire. Et donc après, je vais rentrer dans mon menu de design génératif pour pouvoir travailler sur la pièce. Donc là, je suis allé, donc là, je suis dans la partie design. Je vais regarder mes formes et je vais aller en haut à gauche dans la partie, dans le menu qui m'est proposé pour passer rapidement de l'un à l'autre facilement. Donc, design génératif, ici. Voilà. La première chose à faire quand on a ces fichiers-là, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qu'on garde ou comment accompagner le logiciel au mieux, finalement, dans sa création de matière. Déjà, ça veut dire, voilà, moi, je veux que tu gardes absolument ces formes-là et que tu t'appuies sur ces formes-là pour créer la forme finale. Parce que ça va être mes éléments de liaison. OK, très bien. Donc là, il va vraiment s'appuyer dessus. Deuxième élément, ça va être de proposer des formes où là, je vais dire, par contre, à l'inverse, ici, tu n'auras pas le droit de créer de la matière. Et donc, pour ça, on a des petits menus où on peut rajouter, modifier notre pièce pour finalement créer des volumes. Typiquement, là, c'est les axes intérieurs, les petits tubes qui vont rentrer dans les liaisons, qui, évidemment, on ne peut pas créer de matière là, sinon on ne pourra plus rentrer les tubes ni la potence. Donc là, on a créé nos formes ont été créées. Maintenant, je définis que ces formes-là, ce sont bien des obstacles. Donc là, on voit clairement, on a les axes de la potence, les axes, tout ce qui est ici, voilà, ce sont des volumes qui vont empêcher la création de matière. Je peux ensuite proposer des formes pour accompagner la création ou des obstacles en plus extérieurs pour éviter que ça crée de la matière, encore une fois, à d'autres endroits. Voilà. Donc nous, ça peut être vraiment plein de choses possibles. Et après, finalement, on reprend le cours un peu normal d'une simulation. C'est finalement quels sont mes éléments fixes. Donc là, moi, j'ai déjà mis des éléments fixes sur la partie supérieure de la potence. Je peux ajouter un autre élément fixe sur la partie inférieure parce que finalement, c'est la même pièce qui est proposée en bas. Et finalement, à quel endroit après, je vais appliquer mes efforts. Et donc là, j'ai déjà mis des efforts en fonction aussi du cahier des charges des essais sur un vélo, avec les différentes orientations, le poids, les vibrations, les efforts transversaux qu'on pourrait avoir durant l'utilisation de ce vélo-là. Voilà, avec différents éléments. Dans tous les cas, notre menu à gauche nous met la liste de tous les efforts que j'ai faits. À tout moment, je peux revenir dessus. Et à tout moment, je peux aussi les modifier, bien sûr. Il suffit juste d'appuyer sur le petit crayon
et de retourner sur cette force-là et de la modifier. Je peux toujours changer l'angle, évidemment. Dans les objectifs, là, ça va être intéressant. On va pouvoir jouer aussi sur le facteur de sécurité, objectif. Donc moi, je veux au moins un facteur de 2, au minimum. Voilà. Et de réduire la masse. Et après, un deuxième élément, et là c'est très intéressant, c'est qu'on peut orienter la création de formes en fonction du type de fabrication. Ça peut être de la fabrication active, mais pas que. De l'usinage ou alors de la fonderie. Donc moi, j'ai fait un restricted, donc là en gros, pas de limite, je crée la forme optimisée au mieux, et j'ai proposé la fabrication additive. Dans cette première étude, vous verrez qu'après, j'ai plusieurs études en cours, où même j'ai mis plus de choses possibles. Je valide le matériau, ça va être de l'aluminium ici. Et une fois que cela est fait, je lance ma génération de formes. Alors là, quand on lance une génération de formes, ça peut prendre un peu de temps, ça prend quelques heures au moins. Le temps de créer la forme, c'est vraiment un calcul. Et vous allez voir que la finalité de la pièce, il va vous ouvrir un menu avec finalement toutes les propositions qui vont vous être faites suivant les différentes études que vous avez faites. Là, vous voyez, j'ai 3 études en cours, Study 1, Study 2, Study 3. J'ai mis des critères différents, des accompagnements différents. J'ai proposé aussi qu'il me propose une solution d'usinage, s'il y arrive. Là, il n'y est pas arrivé. Bon, bah, c'est comme ça, il n'y est pas arrivé. Donc, en fait, c'est vraiment par itération qu'on va travailler aussi sur l'optimisation topologique, en affinant un peu les résultats, en voyant un petit peu ce que ça nous donne, est-ce que c'est réaliste, quelle forme il peut nous proposer. Et donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer. Okay. Donc là, on voit à gauche dans le menu, je peux choisir donc, le type de fabrication de la pièce, les matériaux qu'on a pu utiliser, et enfin des critères qui vont me permettre de faire un filtre dans les propositions, suivant la masse, le volume, voilà, des éléments comme ça, ou le facteur de sécurité. On peut aussi, du coup, cliquer sur une solution, la voir en grand et finalement se décider, ben voilà, est-ce qu'elle me paraît cohérente, est-ce que c'est une proposition intéressante, d'un point de vue effort mécanique, est-ce qu'elle correspond, est-ce que c'est pas trop critique, là, visiblement, ça correspond bien à ma proposition. Et enfin, je peux, du coup, l'éditer en version solide ou en version mesh. C'est-à-dire que là, je récupère une pièce vraiment solide ou une pièce en mesh. Là, je vois, est-ce que mes formes, mes arrêts de matière ont été efficaces. Effectivement, il ne m'a pas créé de matière. Et sur cette version-là, je crois que oui, j'ai créé une espèce de forme pour accompagner la création. Je voulais qu'il respecte un peu cette forme-là, que ça fasse un peu un arrondi là-dessus. Et donc, une fois validé, je choisis ma forme. À partir de là, ben, de cette pièce solide, je peux la retravailler à souhait si jamais j'ai besoin pour optimiser les formes, mais j'ai déjà cette base-là sur laquelle m'appuie. Encore une fois, c'est vraiment une question d'itération là-dessus. Vous n'aurez très rarement, voire jamais, le bon résultat au début. Il va falloir un petit peu travailler, affiner les réglages et les coefficients de sécurité ou l'application des efforts. Donc, des propositions de forme que j'ai pu créer sur ce projet-là. OK. Partie fabrication. Là, je vous propose de voir un petit peu le flux avec la technologie de Formlabs. Donc, Formlabs, c'est un fabricant de technologie d'impression 3D qui propose donc des technologies résine à base de laser, très accessible et très bien ficelé, c'est-à-dire que vraiment tout est lié dans la machine, on est vraiment accompagné d'un bout à l'autre. Et il propose aussi, avec la Fuse One, une impression en frittage de poudre polymère. Donc, on a vraiment soit des résines thermodurcissables, soit du frittage de poudre polymère. Donc, c'est là où ça va être intéressant. Alors, je vais juste vous montrer ici le flux. Donc, on va partir d'une pièce ici qui a été ajourée, une pièce de conception. Et on va voir un petit peu ce que nous propose le logiciel Fonction pour sortir cette pièce à la fin sur une forme. Voilà. Donc là, on va retourner dans le menu gauche et on va aller dans la partie fabriquer en bas. Et là, si vous regardez les différents menus, on a fraisage, tournage, additif, contrôle. Donc nous, on est bien dans additif là-dessus. Et toujours de gauche à droite, la logique reste la même. On choisit d'abord la machine. Et donc là, vous allez voir que vous avez une bibliothèque de machines conséquente sur tout type de technologie. Tout vous est proposé par Fusion. Donc moi, je suis bien dans l'additif. Je peux mettre du découpe, du fraisage, du tournage. Vous voyez, vous avez plein de machines différentes suivant l'application. Je vais faire un flip directement vers le SLA.
Et donc là, on voit que comme Formlabs a des partenaires avec Autodesk, ben, du coup, leurs machines sont évidemment référencées dessus. Donc là, j'ai la Form 3L qui est la grosse machine de Formlabs, où j'ai plutôt la plus petit volume d'impression, la Form 3, qui est utilisée notamment chez nous. Là, vous regardez, vous voyez bien que vous avez le plateau d'impression qui est mis en place. Ceux qui connaissent les Form 3 reconnaîtront le plateau d'impression, évidemment, avec la pièce qui est positionnée dessus. Donc ici, on a à droite donc, le petit menu. On a la possibilité de positionner les pièces les unes par rapport aux autres sur un arrangement 2D. Bon, nous, là, très clairement, on n'a qu'une seule pièce, ça nous suffira. Et on valide le positionnement de la pièce. Donc ici, on a la pièce qu'on avait conçue sur cette orientation-là, mais est-ce la bonne orientation? Et donc là, toujours de gauche à droite, on passe à la partie orientation, avant de passer à la partie, évidemment, des supports. Donc là, avec le menu classique de Fusion, on peut réorienter les pièces. On peut aussi proposer, et ça c'est un outil très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'orientation automatique, proposée par Fusion. On choisit bien la pièce. On définit l'angle critique d'impression. Alors nous, on va se mettre sur un angle un peu plus faible que 45 degrés quand même, mais qui nous permet du coup de réaliser quand même des formes sans prendre trop de risques. On va mettre 30 degrés. La distance par rapport à la plateforme. Donc ça, c'est pour être sûr qu'il y ait une distance assez haute pour pouvoir positionner des supports sur la pièce. Encore une fois, cette technologie nécessite des supports pour aider la pièce à la construction. Et on va ensuite définir tout ce qui est classement. Et donc là, classement, en fait, c'est pour quels critères on va privilégier pour orienter la pièce de manière automatique. Est-ce que c'est le volume de support? Est-ce que c'est la zone de support? Est-ce que c'est le volume de la zone de délimitation? Nous, en général, on va pas mal travailler sur la partie volume de support. Et donc là, on définit finalement une valeur, soit c'est très important, soit c'est très faible. Donc, grosso modo, est-ce que c'est un critère important pour nous? Est-ce que c'est un critère qui l'est moins? Okay. Suite à ces réglages-là, on lance la simulation. À ce moment-là, dans notre menu de gauche, on a orientation automatisée donc, qui est apparue. On fait clic droit dessus. Voilà, les résultats de l'orientation. Et donc là, vous avez un classement des différentes orientations qui vous est proposé avec, encore une fois, vos critères qui sont référencés en termes de volume là-dessus. Vous avez le classement de multiples orientations, de la meilleure à une orientation finalement qui correspond potentiellement un peu moins à ce que l'on cherche. Nous, on va être resté sur le proposition numéro 2 avec une pièce légèrement inclinée pour voir un petit peu aussi, pour mettre des surfaces des supports sur l'ensemble de la surface en dessous et pour éviter de toucher les surfaces fonctionnelles qui sont sur le dessus de la pièce. Donc, l'orientation est terminée dans la pression 3D. Après l'orientation, c'est la partie support si nécessaire. Ici, c'est indispensable. On a donc deux propositions de support, un pour la partie plutôt HDM et un pour la partie plutôt SLA. Donc là, c'est notre cas ici. On va donc définir les pièces. On peut définir les zones dans lesquelles on ne souhaite pas de support, et c'est ça qui est très intéressant aussi. Et c'est là où on va rentrer après dans les détails des supports. Quel type de forme de support on veut, quel type de densité on veut. Est-ce qu'on va travailler sur quel type de forme de point de contact? Est-ce qu'on va avoir des points de contact différents qui seront en pointe ou un peu déportés par rapport à la pièce? Et quelle taille de barre on va avoir? Voilà, vous avez tous ces petits supports qui sont très intéressants à optimiser et qui valent le coup, notamment quand on va avoir des cases de support un peu déportées et non pas sur la pièce pour avoir un meilleur état de surface. Voilà, tous ces petits éléments-là. Et donc là, finalement, Fusion va vous proposer des supports. Donc, il va vraiment vous proposer une solution de support. OK, avec toute la partie arborescence. Alors là, donc on a une proposition de support proposée par Fusion. Par contre, on n'a pas le programme d'impression. En fait, l'intérêt de Fusion pour Formlabs, c'est qu'il va proposer d'autres supports et après, on a un raccourci, donc qui est le bouton du haut, qui va permettre d'envoyer la pièce avec les supports proposés par Fusion directement sur le logiciel Preform, qui est le logiciel dédié à la machine. Et donc, en ouvrant la pièce sur le logiciel Preform, on a bien la pièce et ses supports. Donc ça, c'est les supports qui ne sont pas proposés par Formlabs typiquement. Et donc, on peut directement l'ouvrir après dessus et puis lancer l'impression à partir de là, en étant bien sûr du matériau, des paramètres d'impression, est-ce qu'on est sur la bonne épaisseur. Là, on est ici, par exemple, sur un TOF 2000 qui est un bon matériau en termes de résistance mécanique pour le prototypage. Et c'est des solutions assez intéressantes sur une épaisseur de 100 microns et ensuite on envoie directement l'imprimante pour lancer l'impression.
Voilà pour la partie SLA. Pour la partie Fuse One, on va se dire, bah ouais, j'ai fait une pièce, maintenant je vais en faire plusieurs. Donc là, en fait, on va dupliquer notre pièce. Attention, il faut bien que ce soit ce qu'on appelle un composant de la pièce. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait sa propre origine pour que finalement le logiciel puisse prendre la pièce et la bouger par rapport à une autre pièce. Si on a toutes les pièces dans le même composant, c'est-à-dire qu'elles ont la même origine, lui, il va définir que c'est une seule et même pièce. Okay. Nous, là, on veut se dire, bah oui, en fait, je vais imprimer une dizaine, une douzaine de pièces. Je vais toutes les charger. Je vais cette fois sélectionner les bonnes technologies. Donc là, ça va être la technologie SLS là-dessus. Je peux même faire des recherches écrites. Donc là, et on a ici la Fuse One de Formlabs. Je sélectionne ma technologie. Je sélectionne évidemment toutes mes pièces et je fais un arrangement qui sera en 3 dimensions et pas en 2 dimensions, ce qui ne nous était pas proposé avant. Avant, comme on avait des supports FX en contact avec le plateau, c'est un arrangement 2D. Là, ici, on va avoir un arrangement en 3 dimensions. Donc, le logiciel Fusion vous propose automatiquement ce qu'on appelle un nesting pour positionner les pièces dans le volume d'impression. Donc là, vous voyez que j'ai préorienté une des pièces sur le côté. Vous allez voir que l'arrangement nesting proposé par Fusion est un arrangement qui finalement ne va pas modifier l'orientation des pièces, mais qui va uniquement travailler sur le compactage des pièces par rapport à ces critères. Donc là, on voit bien, il y en a qui sont superposés, il y a des distances à avoir. Encore une fois, on est sur un volume. Les pièces, elles peuvent être n'importe où dans le volume. Et c'est la poudre elle-même qui va supporter les pièces. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas magique, elles ne sont pas en apesanteur. On est vraiment sur de la poudre non fusionnée tout autour des pièces qui va permettre de les supporter. Donc, toutes les pièces sont positionnables n'importe où dans les 3 dimensions. Et encore une fois, l'importance d'avoir des composants différents entre les pièces pour pouvoir les positionner. Je valide mon critère et donc lui, après réflexion, dans le volume de la Fuse One, me positionne mes pièces. Donc là, j'ai des pièces toutes positionnées. Vous voyez, il y avait une qui était inclinée, elle est restée inclinée. La position n'a pas bougé. Donc c'est pour l'instant un petit peu la limite de Fusion. C'est que en termes de nesting, et ça c'est des mises à jour qui sont en cours, c'est qu'on prend les pièces, on les positionne. On n'a pas de changement d'orientation des pièces, ce qui est dommage qu'on pourrait largement optimiser finalement ces pièces-là pour un peu mieux les positionner dans le volume d'impression. Mais ça, c'est des toutes nouvelles fonctions qui sont arrivées, et donc là, ils sont en train évidemment de les optimiser là-dessus. Voilà. Mais ça nous propose déjà au moins de visualiser, de se rendre compte un petit peu de la pièce par rapport au volume d'impression, de comment est-ce que je pourrais les positionner et les mettre en place. Voilà. On a aussi en haut donc toujours ce petit raccourci pour aller vers les Formlabs. Et donc là, on valide, on enregistre et on peut charger les pièces dans le volume d'impression de préforme pour la Fuse One. Alors là, ici, donc, vous voyez, la position des pièces est tout à fait respectée dans le volume d'impression. Ce qui peut être faisable, c'est que finalement, on peut optimiser cette orientation suivant le matériau, suivant l'épaisseur de couche. Ça va être nous aussi d'optimiser ça. Mais on a aussi des menus qui nous sont proposés directement dans Préform pour encore mieux améliorer l'orientation. Et ça, pour le coup, là, l'algorithme a été davantage travaillé pour le coup chez Préform, chez Formlabs, là-dessus, avec des espacements entre les pièces et un agencement automatique pour essayer de minimiser, et l'enjeu est là, la hauteur d'impression du volume des pièces en SLS, parce que plus l'impression est haute, plus on va consommer de poudre autour pour pouvoir les imprimer, donc plus l'impression va coûter cher. Et donc là, vous voyez qu'en changeant l'orientation, on peut déjà largement optimiser l'imprimabilité, ou en tout cas la dépense de matière pour ce même volume d'impression. Tout en gardant évidemment les 5 mm d'écart entre chacune des pièces. Voilà pour la partie un petit peu gestion de Fusion et de Formlabs. Et le parcours Formlabs là-dessus, c'est vraiment, encore une fois, le lien est direct, donc c'est ça qui est intéressant. On envoie vraiment les pièces directement du logiciel Fusion au logiciel Préform. Pas besoin de conversion spécifique en STL, voilà, pas besoin de tous ces éléments-là. On envoie vraiment tout de suite les pièces, avec une proposition de support en plus pour le SN. Si on regarde maintenant les autres technologies que nous propose Fusion, on a une partie FDM, donc c'est dépôt de filament.
Okay. Ici, on a aussi une bibliothèque machine, mais on a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle un G-code. Et alors là, vous allez voir ce que c'est, pour ceux qui sont moins habitués à l'impression 3D FDM. Pareil, on retourne dans Manufacture. Cette fois, donc cette petite pièce qu'on a modifiée tout à l'heure ensemble, on va essayer de l'imprimer au dépôt de filament. Donc ici, on va sélectionner notre machine. Donc ici, je vais rester dans la partie plutôt FFF, donc en FDM, une dépôt de filament. J'ai aussi toute une bibliothèque de machines qui est très fournie. Et moi, donc j'ai mes machines locales. Donc là, par exemple, je vais prendre la volumique 30 Ultra qui va me permettre de pouvoir imprimer ces pièces-là. Donc j'ai créé aussi ce profil machine. Je peux aller aussi dans les paramètres d'impression, et là c'est très intéressant, on peut aller vraiment loin, c'est-à-dire qu'on a plein de paramètres suivant les matériaux, suivant l'épaisseur de couche, qui nous est proposé déjà par la bibliothèque Fusion 360, et après ces paramètres, on peut les mettre en local, et c'est quand on les met en local qu'on peut les modifier à souhait, et donc les adapter par rapport à notre machine, pour avoir des pièces qui sortent correctement. Donc là, par exemple, j'ai développé un paramètre ultra pour un filament de 75 mm. En allant dans le petit crayon, je peux rentrer dans ces paramètres, et typiquement, voilà, aller dans les différents paramètres qu'on peut retrouver chez tous les slicers pour les modifier et les adapter au mieux par rapport au résultat que j'aurai lors des impressions de mes pièces. J'ai donc validé mon paramètre d'impression. Très bien. J'ai un arrangement de 2D évidemment. Je valide la pièce. Elle est positionnée au centre de mon plateau. Suite à cela, je vais décider de l'orienter différemment pour mettre en place des supports. Alors là, c'est volontaire, hein, c'est pas l'orientation idéale, mais c'est comme ça. Donc là, je l'ai orienté en sélectionnant une face spécifique, j'ai orienté sur le plateau, très bien. Et donc là, je vais mettre en place des supports pour le FDM, des supports voilà, particuliers FDM. Je sélectionne ma pièce, c'est sur elle que j'applique les supports. J'établis un angle par défaut d'application des supports, donc c'est le porte-à-faux des surfaces par rapport au plateau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est pour aider la surface à se construire quand elle est un peu négative. Et donc là, je définis par exemple les distances entre le support et la pièce. Moi, je suis sur une épaisseur de 0,2 d'impression. En général, je vais commencer par 0,2 pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc en gros, je vais laisser une couche d'espace entre le support et la pièce pour pouvoir mieux retirer les supports. Donc là, j'ai un support qui m'a été créé, donc une visualisation du support. Attention, encore une fois, ce n'est qu'une visualisation du support. Donc là, je recalcule tout le setup suivant tous les paramètres que j'ai fait pour qu'il puisse me créer finalement le G-code. Et comme tout slicer, je peux avoir une visualisation du parcours outil. Donc là, on a vraiment le dépôt de matière, où et quand, comment il se fait. On voit en bleu le support à gauche, et en rouge et vert, et orange, c'est la pièce. Avec une petite jupe en bas pour permettre de vérifier la planité du plateau et de purger un peu la tête. Voilà, donc là, c'est très intéressant. On a aussi un grand carré orange là, sur l'extérieur du volume qui nous définit en gros le nombre de couches et les couches dans lesquelles on est, voilà, avec différents types de vues. Et donc, à la fin, on choisit bien, c'est bien la machine, RepRap, on a le nom du programme et on édite le programme G-code. Et donc, en fait, c'est un programme qu'on envoie directement sur l'imprimante et sur lequel on peut lancer l'impression. C'est-à-dire que là, on s'affranchit totalement de tous les slicers comme Cura ou Prusa. Et là, c'est vraiment une vraie optimisation, une vraie amélioration. En limite, pour le moment, ce que je dirais, c'est que Fusion donc l'a sorti assez récemment, donc il n'y en a pas encore de paramètres bien optimisés sur les technologies. Donc c'est vraiment à vous de travailler sur les paramétrages pour bien les sortir dessus. Mais on imprime tout à fait des pièces sans problème là-dessus. Voilà. Si on regarde un petit peu l'impression métal maintenant, avec la Fusion, c'est aussi une autre approche intéressante. On va reprendre la même pièce. Donc là, j'ai le setup numéro 5 à gauche qui est le setup du FDM, donc dépôt de filament. Et moi, je vais créer un nouveau setup directement. Donc ça va juste être une autre étude de cette pièce-là, mais pour cette fois l'impression métal. Donc là, je vais sélectionner une machine. Et en fait, la différence, c'est que là, je ne vais pas aller chercher dans FDM, mais dans les technologies métal. Donc là, je vais prendre une technologie EOS allemande, hein, qui est très réputée sur tout ce qui est frittage de poudre métallique. Et pareil, je vais mettre en place un paramètre d'impression. Donc là, suivant les couches d'impression, en général, on est plutôt autour des 40 microns. On va viser de l'aluminium ici. Et donc là, on met en place le paramètre. D'accord? On valide ici. Le modèle a été bien choisi. Je valide mon programme. Ma pièce est positionnée.
pareil, je vais les laisser orienter comme ça pour pouvoir mettre des supports et que vous puissiez voir ce que c'est. Deuxième étape, toujours, mettre en place les supports. Et là, vous voyez que j'ai plus de menus proposés. J'ai, pareil, un angle par rapport au plateau maximal, mais j'ai aussi des structures tout à fait spécifiques à l'impression métal. Ceux qui connaissent un petit peu l'impression métal les reconnaîtront tout de suite. C'est vraiment des structures assez fines qui permettent justement d'être cassées et de retirer la pièce de ces supports-là. Donc, on va vraiment jouer sur la finesse de ces structures et leur fragilité pour pouvoir retirer la pièce à la fin. D'accord. Donc, on a aussi plein de paramètres différents pour optimiser les supports, définir le lieu des éléments de casse, enfin, des pointes qui vont être cassantes. Et à la fin, je valide la pièce. Donc là, j'ai une proposition de support. Mais en fait, j'ai aussi plein de propositions possibles. Là, on voit vraiment l'application ici. Si je retourne après dans la partie support, oui, je peux aussi faire de la simulation. Donc là, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, Fusion propose de simuler l'impression et la déformation que pourra rencontrer la pièce lors de son impression. Okay. Donc là, la pièce est représentée avec ses supports. On voit donc une étude thermique, donc notamment l'étude de la déformation de la pièce. Et ça, c'est très important pour une réussite d'impression. Déjà pour la précision de la pièce au final, mais aussi pour sa réalisation. C'est-à-dire que quand on va étaler la poudre, on a ce qu'on appelle un ricoteur, donc c'est une lame qui va étaler la poudre. Si la pièce se tord, la lame va buter sur la pièce. Et donc là, typiquement, on va avoir des informations sur la distance entre la pièce et la lame qui va étaler la poudre. Et donc c'est là où il faut se dire, bah, tiens, en fait, là, je suis peut-être critique, ça risque de toucher, ou alors là, finalement, je suis assez large. Vous voyez que c'est un pourcentage. Finalement, là, je suis encore assez large. Là, ça ne va pas toucher. Okay. Donc c'est ça, c'est intéressant. On a aussi le type de structure. Donc là, on voit bien qu'en bleu, on a les supports et en vert, on a la pièce. La pièce est surélevée du plateau, attention, pour pouvoir la retirer du plateau. Hein. Sinon, il nous faudrait une découpe fil, parce que la pièce est fusionnée sur plateau dans le métal. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai ma pièce. Alors en haut, j'ai la proposition, vous voyez que c'est marqué STL, c'est-à-dire que je peux éditer ce fichier, créer un fichier STL que je peux importer dans ma conception et qui me propose en fait une déformation, une déformée de la pièce. Et ça me permet de corriger ma pièce en conséquence avant même de l'imprimer. Donc une fois que cette simulation est terminée, je peux revenir et regarder un petit peu ce qu'il me propose en termes de fabrication. Voilà. De regarder un petit peu la découpe de la pièce. Donc là, on voit bien le support et on voit la pièce. Alors la pièce, rien n'est bien précisé dedans parce que la stratégie de lasage de la pièce n'est pas établie avec le logiciel encore. On va envoyer pour le coup, et là c'est des partenariats entre typiquement EOS et Autodesk, on va à la fin envoyer le fichier avec les supports dans un logiciel de traitement de préparation d'impression de EOS pour pouvoir l'envoyer après sur les machines. Voilà. Et donc vous avez tous ces éléments. Donc voilà un petit peu pour l'impression métal. Donc très intéressant, on a la partie simulation et support adapté à la pièce que vous voulez lancer. Voilà un petit peu pour les grands axes de Fusion 360. Pardon, je vais mettre là. Vu ensemble, donc là on a fait un passage assez global sur un petit peu tous les outils. Après évidemment, vous verrez vite qu'il y a des méthodes de conception aussi. En général, ce que je préconise, c'est que de toujours concevoir vos ensembles pour l'impression 3D à code nul, c'est-à-dire vraiment pièce contre pièce, et en tout dernier lieu d'appliquer les jeux qui sont spécifiques à votre imprimante. Donc typiquement c'est du FDM, on va mettre à certains jeux, du SLA à un autre jeu, voilà, et les faire vraiment tout à la fin pour être sûr que vous sachiez où ils sont et les modifier facilement. Vous avez des petites fonctions comme ça. Vous avez aussi des fonctions de création de structure lattice dans Fusion que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, bien sûr. Merci beaucoup François pour cette intervention avec un respect du timing qui est parfait puisqu'on est pile dans le time pour la session questions-réponses. Donc là, c'était effectivement une masterclass assez riche avec beaucoup de sujets traités, un bon aperçu des différents outils qu'on trouve dans Fusion 360. Finalement, l'utilisateur d'impression 3D retrouve là une vraie boîte à outils pour jongler entre les différentes technologies et anticiper sa fabrication.
Donc, Ouais, et merci je en tout dirais cas même pour ce ce qui est retour. vraiment intéressant, c'est le fait de pouvoir faire des allers-retours rapidement. En fait. Vraiment, on a le menu gauche, entre manufacture et design, on passe de l'un à l'autre. Et tout est mis à jour après. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parfait, merci. Déjà pas mal de questions qui apparaissent dans la zone questions J'ai pas trop regardé. Non. voilà. Donc, alors, il y a on va essayer de revenir petit à petit sur certaines questions. En combien de temps a pris la simulation d'impression sur la technologie freitage métal sur la Ça pièce que m'a tu as pris quelques montrée? minutes. Alors là, c'était une petite pièce, ça m'a pris quelques minutes. C'est vraiment 3-4. C'est pas l'optimisation topologique ou là, pardon, le design génératif où là, pour le coup, c'est quelques heures. Là, ça m'a pris quelques minutes. Donc c'est vraiment une itération très rapide. Alors, tu as montré certains outils que tu utilises dans Fusion 360 qu'on retrouve également dans la solution Mesh Mixer. Et du coup, nous en dire davantage sur ça avec les différents outils entre Mesh Mixer et Fusion 360. Tu veux dire les outils de gestion du mesh, c'est ça? Notamment, oui. Toute la partie, en fait, Mesh Mixer, jusqu'à présent, dans Fusion, on était limité, jusqu'à assez peu de temps, on était limité à un nombre de triangles maximal qui était de 10 000, donc c'était vraiment rien sur la version gratuite. Maintenant, on n'a plus du tout cette limite-là, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'avant, on passait beaucoup sur Mesh Mixer. Mesh Mixer reste un logiciel, pour ceux qui connaissent, extrêmement puissant, notamment quand on veut modifier de manière vraiment des sculptures, comme un sculpteur la pièce. On a vraiment la possibilité de travailler, d'étirer la matière hyper facilement et très rapidement. Par contre, tous les outils qu'on retrouve en haut ici, je ne sais pas si vous voyez mon écran, parce que je partage toujours, tous les outils qu'on voit en haut dans Modify, tout cela évidemment sont dans Mesh Mixer, hein, bien sûr, mais là vous les retrouvez très facilement et surtout c'est beaucoup plus fluide. Mesh Mixer, c'est vraiment un logiciel qui n'est pas du tout optimisé pour son utilisation, c'est-à-dire que pour vraiment creuser, aller chercher, bouger des paramètres, on n'est pas bien sûr de ce qu'on bouge. Là-dessus, tout nous est expliqué et accompagné. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Et en termes de vitesse et de puissance, on est vraiment tout à fait équivalent à Mesh Mixer là-dessus. Le tout intégré finalement à Fusion. On a vraiment cette notion, par contre, très particulière à Fusion, c'est d'aller plutôt vers la partie paramétrique, donc ce que je vous montrais en rééditant une forme. Ça, pour tout le coup, Mesh Mixer ne va pas vous proposer ce genre de choses-là, parce que c'est pas du tout un logiciel qui est à la base défini pour construire des pièces paramétriques. Tout à fait. En fait, là, l'idée, c'est vraiment que ce soit intégré. On est vraiment dans la démarche conception et jusqu'à la fabrication. Et là, il n'y a pas besoin de changer de solution logicielle. Tout à fait. On change de menu tout simplement. Là, c'est vraiment. J'étais sur du mesh, j'ai fait un solide, je suis allé dans le menu solide, puis je modifie mon solide. C'est vraiment ça l'idée. Et surtout l'enjeu, et c'est là que c'est vraiment unique pour le coup Fusion dans le logiciel de traitement de mesh, c'est qu'on a cet historique en bas. C'est-à-dire que moi, je prends mon curseur, je reviens en arrière, et très bien, je reviens dans mon mesh, je le remodifie. Et après, j'ai fait ma modification, je remets à jour mon historique. J'ai renouveau ma pièce. Et ça, vous n'avez pas ça du tout dans les logiciels de traitement de fichiers STL. Et c'est vraiment très très puissant quand on veut remodifier une petite erreur qu'on a fait plutôt que de faire un CTRL-Z un peu aléatoire. Ouais, donc ça ouvre une possibilité de faire des essais, des itérations. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors on a une question. Alors là c'est plutôt d'ordre pratique, savoir si on pourra retrouver ces vidéos. Alors oui, les vidéos du Skillscamp Fusion 360 seront accessibles en replay. Donc rassurez-vous, l'ensemble des présentations seront accessibles de ce fait. On a aussi une question. Alors sur les formats de fichiers, tu as évoqué plusieurs fois le format STL. Aujourd'hui, il y a aussi le format 3MF. Qui est intéressant. Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça? En fait, quand vous allez dans votre menu, vous pouvez faire clic droit sur les pièces Save as Mesh ici, et c'est là en fait où vous pouvez choisir. Vous avez STL, 3MF, OBJ par exemple comme choix d'extraction. STL est largement utilisé encore parce que par tradition et parce que c'est ce qui se fait le plus. On a juste très peu d'informations dessus, c'est seulement le contour. Si votre pièce est pour du FDM, que c'est une pièce simple, en général les slicers sont adaptés pour du STL, donc vous êtes sûr que ça fonctionnera. Donc vous pouvez très bien continuer sur du STL. Demain, vous voulez mettre plus d'informations sur votre fichier, typiquement les dimensions, les matériaux, la couleur extérieure de la pièce, l'historique de conception, des informations sur les supports, sur les paramètres d'impression. Il faudra plutôt enregistrer en 3MF.
3MF, c'est comme un dossier avec plein d'informations dedans finalement, et en plus en plus léger. Donc c'est là où ça va être la différence. On avait Donc une à vous de remarque voir de... vraiment. Ouais. On est plus encore en STL par tradition et encore par praticité, puisque finalement tous les logiciels pour le coup qui concernent l'impression 3D supportent du STL. Parfois pour certains, le 3MF maintenant ça devient quasiment une norme, mais pour certains encore il faut parfois un plugin ou vraiment charger spécifiquement le petit élément qui va permettre de charger la pièce en 3MF. Mais pour le coup, moi je vous recommanderais par défaut du 3MF, hein, si je devais vous recommander. Du coup, Fabien rebondissait sur ça justement par rapport à la problématique d'unité qu'on peut retrouver quand on partage un STL qui n'est pas forcément. Ouais, alors un petit truc et astuce, ça c'était quand on a formé Disney il n'y a pas longtemps. Ils ont des gros problèmes d'envoi de fichiers STL avec les dimensions, parce qu'ils ont 1000 logiciels différents. Du coup, quand ils envoient une pièce, ils envoient associé avec la pièce un petit cube. Et en fait, tout le monde sait que ce cube, c'est 1 mètre de côté. Bon, c'est des grosses pièces, mais sinon, ça peut être 1 centimètre de côté, par exemple. Et si, quand vous chargez la pièce, le cube, il fait pas 1 centimètre de côté, vous savez que vous avez un problème d'échelle. Ça peut être un truc à mettre en place avec vos clients. Après, moi, ce que je mets en général, je dis toujours à mes clients de m'envoyer des fichiers STEP. Au moins, je suis sûr d'avoir les bonnes dimensions. Et je peux les modifier plus facilement aussi. Alors, on a aussi des questions concernant, alors pour revenir sur la simulation d'impression, est-ce qu'elle nécessite des jetons de calcul ou tu utilises là pour le coup les fonctions natives de pardon, alors simulation, vous allez, pour la static stretch, je crois qu'en version basique, elle vous est accessible. Par contre, tout le reste, il vous faut des jetons pour lancer ces simulations. D'accord. Donc, simulation additive métal. Ah oui, tout le reste, il faut, voilà, ce sont des extensions à voir. Donc, vous avez dans les extensions en haut à droite, vous avez Additive Build, typiquement c'est pour l'impression métal avec la simulation. D'accord. Et sinon, vous avez simulation ici, qui vous est proposée. Et vous pouvez soit la prendre à la journée. Alors maintenant, je crois que ça va changer. Mais, et sinon, vous payez même sinon à la simulation. Mais en général, ça, comme on fait beaucoup d'itérations souvent dans les simulations, il faut vraiment que ça reste occasionnel. Normalement, c'est mieux de prendre des abonnements à la journée ou je sais pas comment, je sais plus exactement ce qui est proposé par un Autodesk là-dessus. Ok, merci pour cette précision. Alors, on avait une question aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des solutions, alors c'est bien, sur les solutions matériaux, notamment métal, plastique, voilà, de gestion. Est-ce qu'il existe des solutions bimatériaux dans l'impression 3D? Oui. Mais métal, plastique? Alors métal, plastique, ou alors si c'est pas le cas, peut-être tu peux nous expliquer. Plastique, oui, c'est sûr. Plastique, ça sans problème. Il en existe toute une palanquée. Il est vraiment possible d'appliquer 2 matériaux, 3, 4, 5 matériaux sur une même pièce. Tout l'enjeu étant la compatibilité intermatériaux. Mais typiquement, on utilise très fréquemment au moins du bimatériau pour faire les supports en un matériau dit soluble et la pièce en un matériau solide. Et ça permet en fait d'avoir d'augmenter très largement la liberté de conception, parce que même les petits espaces où on aurait du mal à enlever les supports, et ben là, finalement, si on met des matériaux solubles, on met la pièce dans l'eau, le matériau part. Donc là, oui, en bimatériaux, ça existe. Et même en métal, il y a une start-up là, qui a sorti un procédé de dépose de poudre bimatériaux. C'est encore très anecdotique pour le coup. Après, on retrouve des formats bimatériaux, notamment pour la création de supports ou d'éléments de jonction entre le métal et la céramique. Voilà, donc, c'est là où on peut retrouver des supports, par exemple, céramique pour soutenir nos pièces métal. Mais c'est vrai que le bimatière métal-plastique n'est pas encore d'actualité, même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Parfait. Merci François d'avoir répondu à ces questions. Je vous invite à mettre les dernières questions avant que du programme. Nous allons enchaîner sur une partie networking, de pouvoir justement échanger avec les exposants du salon. Pour vous expliquer comment vous pouvez naviguer sur le salon, vous avez 4 étages avec des étages qui sont parfois spécifiques. Vous pouvez retrouver notamment la partie 3D print
dans lequel vous aurez tous l'écosystème de l'impression 3D avec nos partenaires Formlabs qu'on a pu citer ici, Volumic pour les technologies FDM, Holymaker qui seront aussi présents pour toute la partie donc injection de bureau. On aura aussi le fabricant de matériaux Fabulous pour tout ce qui est poudre SLS. Et on a également des startups qui ont rejoint le village 3D Print avec l'impression silicone, l'impression céramique. Donc, vous avez là tout un village 3D Print que vous pouvez aller découvrir pour poursuivre un peu ce que François nous a présenté. Vous retrouvez également les tables helpdesk à chaque étage de manière à pouvoir poser vos questions directement avec les équipes F3DF et Autodesk. Donc, ce soit des questions techniques, des questions sur le fonctionnement du logiciel. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Vous retrouvez également le village Startup qui sont effectivement en train de patienter avant la remise du award, mais qui sont là aussi pour vous présenter leur activité. Vous les retrouvez au 3e étage et au 4e étage. Donc, n'hésitez pas à aller visiter l'ensemble des étages du salon. Je vous invite à ouvrir vos caméras, ouvrir bien vos micros de manière à faciliter les échanges, même si parfois vous tombez sur une table un peu au hasard. Ça permet d'engager la discussion, ou en tout cas de vous orienter si vous êtes à la recherche d'un contenu spécifique. Je vous souhaite donc à tous un excellent temps de networking. Si vous n'avez plus de questions, on va clôturer et basculer donc en session d'échange. Merci, bonne soirée à tous. Merci François. Vous pouvez venir me voir aussi au helpdesk. Oui, François, et là effectivement, helpdesk, à quel étage tu es pour la partie 3D Print? Je suis au 2e étage. Parfait, impeccable. On te retrouve tout de suite.